Bonjour et bienvenue dans cette émission Des mots à un livre avec aujourd'hui une grande question. Et si l'on pouvait agir de façon naturelle sur la façon dont notre cerveau gère notre bien-être ? Sur l'anxiété, la fatigue, les douleurs, nous pourrions avoir la maîtrise de nos neurones pour gommer tous ces maux de notre quotidien. C'est en tout cas, Florence Pinheiro-Hortolan, bonjour. Bonjour. C'est en tout cas la promesse de votre livre « Agissez sur vos neurotransmetteurs » qui est publié chez Albin Michel. Alors vous êtes naturopathe et nutritionniste et cela vous a amené à travailler sur le rôle de ces molécules qui conditionnent notre fonctionnement cérébral. Et aussi, votre ouvrage est une sorte de guide pratique pour savoir comment agissent ces neurotransmetteurs chez chacun d'entre nous et de quelle manière il est possible, selon vous, de prendre le pouvoir sur eux pour améliorer notre qualité de vie. Alors, ce dont nous allons parler ensemble, c'est évidemment quelque chose qui concerne le grand public parce que chacun cherche forcément davantage de bien-être. Donc, dans cette émission Des mots à un livre sur la chaîne YouTube de Pourquoi Docteur, vous allez avoir, grâce à vous, des réponses. Ma première question, c'est, soyons très basiques, quelles sont ces molécules, ces fameux neurotransmetteurs, et qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à elles ? Les neurotransmetteurs, ce sont des messagers chimiques, des molécules donc, qui permettent de transmettre des messages entre les neurones, puisque les neurones ne peuvent pas communiquer directement, donc ils passent à un espace où ils vont communiquer des messages. Il y a différents, bien sûr, types de messages, donc différents types de récepteurs. Et ces molécules font partie de la physiologie. En fait, ce qui m'a amené à m'intéresser à ces molécules, c'est toutes mes formations, les découvertes que j'ai faites sur ces différents neurotransmetteurs, et après des raisons personnelles que j'explique juste, je crois, dans l'introduction, l'introduction du livre, où j'explique que voilà, j'ai pu penser à un moment donné que j'étais malade ou autre, alors que j'ai découvert que je pouvais influencer tout ça grâce à des solutions naturelles. C'est ça, vous racontez au début de votre livre que vous avez eu une sorte de révélation à la suite d'un double événement affectif, un événement heureux, un événement malheureux. Et c'est ce qui vous a donc amené à travailler sur ces questions. Le premier chapitre de votre livre, il est consacré à la définition de l'action de ces neurotransmetteurs. Peut-être qu'on peut rappeler leur nom, parce qu'ils sont sans doute connus du grand public, mais il est peut-être utile de préciser un peu quels sont-ils et à quoi chacun sert. Il y en a en fait des centaines en réalité de neurotransmetteurs. Là, on s'intéresse à ce que j'ai appelé dans le livre les neurotransmetteurs stars, c'est-à-dire les plus connus et surtout ceux sur lesquels on a le plus d'impact de façon naturelle dans son mode de vie. Alors, souvent, ils sont connus dans la presse comme des hormones du bonheur. Je tiens à le préciser. En réalité, biochimiquement parlant, ce ne sont pas à proprement parler des hormones, mais des neurotransmetteurs. Il y a des différences que j'explique dans le livre. On n'est pas obligé de rentrer dans les détails. Mais donc, les plus connus sont la dopamine, la noradrénaline, l'acétylcholine, la sérotonine et le GABA. Absolument. Le GABA qui est un peu le moins connu. C'est vrai, il est moins connu. Acide aminobutyrique, donc, qui est un acide aminé et qui est très important aussi. Alors vous parlez dans votre livre, vous les traitez de ficelles invisibles qui nous manipulent et qui en fait, à notre insu, modèleraient notre personnalité. Est-ce que nous serions en fait définis sans le savoir par ces composants chimiques de notre cerveau ? Un petit peu. Je pense qu'il y a énormément de paramètres qui peuvent définir nos tempéraments, nos caractères. Ça serait simpliste de dire qu'il n'y a que ça. Mais quand on se penche dessus, et c'est ce que je propose dans le chapitre 2 avec ces questionnaires, on se rend compte quand même à quel point on peut se reconnaître dans des tempéraments. Par exemple, vous savez, le profil de l'entrepreneur qui est confiant en lui, qui a toujours des nouveaux projets, qui n'écoute pas trop les autres parce qu'il est centré sur ses propres projets. C'est vraiment le profil dopamine en excès. Donc c'est vrai qu'on peut se reconnaître. J'ai trouvé ça très intéressant. On n'est pas obligé d'en faire quelque chose de fatal dans la définition de soi-même, mais ça donne des pistes. Alors pas fatal, mais à vous lire quand même, on a l'impression, comme il existe des bruns ou des blonds, des grands ou des petits, qu'il y aurait des madame et monsieur dopamine, des madame ou monsieur sérotonine. Vous en faites d'ailleurs effectivement des petits encadrés avec presque une description. Oui, mais je ne pense pas avoir vraiment défini ça comme quelque chose de définitif. En fait, on a souvent un mélange de plusieurs choses. L'avantage de la caricature, c'est qu'elle permet de mieux comprendre. Donc c'est bien, on va caricaturer par exemple quelqu'un qui a un excès de sérotonine, c'est un peu la caricature de la cigale et la fourmi. C'est la cigale qui se laisse vivre, qui est toujours dans l'instant présent, qui dit oh, on verra ça plus tard. Et le fait de caricaturer va permettre de mieux comprendre. Mais bien évidemment, on n'est jamais des caricatures, on est toujours un petit
patchwork de plusieurs choses. Plus complexe que ça. En page 22, vous écrivez, vous citez un peu des grandes familles qui agiraient sur notre fonctionnement cérébral, donc à propos de ces neurotransmetteurs, certains comme des freins, d'autres comme des accélérateurs. Alors, qui freine, qui accélère, et si je peux me permettre, où sont les pédales? En fait, oui, il y a deux grandes familles et c'est vraiment en lien avec le système nerveux, puisque le système nerveux autonome a deux branches. La branche de l'action, on peut synthétiser ça comme cela, la branche de l'action de la réponse au stress qui est la orthosympathique et la branche du frein qui nous permet de nous relaxer, de nous relâcher, qui est la parasympathique. Et les neurotransmetteurs qui sont en lien avec le système nerveux, ils sont vraiment dans ce parallèle des deux branches, c'est-à-dire qu'il y a une famille qui est plutôt excitatrice, qui nous aide à être dans l'action, dans la réflexion, dans la vie quotidienne, dans son énergie, et une famille qui est plutôt freinante, qui nous permet de nous relaxer, de prendre du recul, d'être plus relax. Et les bons équilibres, c'est d'avoir un peu des deux, en réalité. Alors justement, pour savoir un peu où en est chacun, vous avez construit des questionnaires pour une sorte d'auto-évaluation de vos lecteurs. Comment avez-vous construit ces fonctionnaires? Est-ce que tout ça repose sur des faits scientifiques établis, sur des études, sur des recherches? Alors, les questionnaires, j'ai donné beaucoup de références dans le livre. C'est des choses que j'ai appris dans mes formations, dans différentes formations, dans les livres que j'ai aussi lus. Oui, en fait, c'est de la neuroscience. C'est les neurosciences. Après, d'où ils ont à la base. Moi, je ne suis pas l'initiatrice des signes. Ce n'est pas moi qui les ai créés. C'est dans les neurosciences qu'on apprend ça. D'où ils ont défini, c'est simplement que quand on comprend que la dopamine, par exemple, c'est un neurotransmetteur qui donne de l'énergie, on le symbolise par le starter. C'est ce qui nous permet de démarrer la journée. Donc, il nous donne une certaine vitalité, la motivation, l'énergie, la confiance en soi. Et donc, par définition, par conséquence, quand on en manque, on va manquer un peu de motivation, de confiance en soi. Ça repose sur de la neuroscience. Voilà. Alors justement, je vous ai posé tout à l'heure la question de qui conduit, qui appuie sur les pédales. Et vous affirmez donc dans votre livre qu'on peut prendre le pouvoir sur le fonctionnement de tout ça. Et une des aides à la conduite, si on peut rester dans l'image automobile que vous proposez, c'est page 109 de votre livre. C'est un domaine que vous connaissez bien, c'est la nutrition. La façon de s'alimenter, on va vraiment insister sur les solutions que vous donnez dans votre livre, qui a quelque chose de très pratique. Alors quel est le lien entre notre assiette et notre cerveau? Alors, je suis très contente que vous me posiez cette question parce que s'il y a un message à faire passer à ceux qui nous écoutent, c'est vraiment celui-là. C'est que dans la façon dont on mange, on a du pouvoir sur ces petites molécules qui nous manipulent, qui manipulent notre bien-être. Donc, par exemple, en fait, il faut savoir que tous les neurotransmetteurs sont produits dans notre corps. Et ce qui permet de les produire, un peu comme l'essence qui fait avancer la voiture, ce qui permet de les produire, ce sont des vitamines, des minéraux, mais surtout des acides aminés, c'est-à-dire des fragments de protéines. Pour des gens qui mangent très peu de protéines, par exemple, souvent, ils vont avoir des manques de neurotransmetteurs parce qu'ils n'ont pas le matériau pour les produire. Donc, remettre des protéines, enrichir son alimentation et notamment le petit déjeuner, vraiment qui est très important pour produire sa dopamine. Il faudrait mettre des protéines dès le matin dans son assiette et éviter le sucre qui va être contraire à la production des neurotransmetteurs. On va y revenir sur le sucre parce que c'est un des ennemis pour beaucoup de dysfonctionnement de notre organisme. Vous n'êtes pas la première à dénoncer ces effets nocifs. Restons là-dessus. D'ailleurs, c'est quoi les effets nocifs du sucre? Il y en a beaucoup. Sur le fonctionnement de nos neurotransmetteurs. Sur le fonctionnement des neurotransmetteurs, en fait, quand on mange du sucre sous toutes ses formes, même si c'est du pain baguette égale du sucre, je vais peut-être me faire des ennemis. Mais en fait, ça fait quoi? Ça fait que la glycémie monte très rapidement. En réponse à cette montée très rapide de la glycémie, on a une hausse de l'insuline, qui est une hormone de stockage et qui, quand elle est en excès, produit des dérèglements métaboliques. Et donc, cette insuline, quand elle monte, elle bloque la production de dopamine le matin. Donc, on produit moins de dopamine si l'insuline monte très haut. Par rapport à la sérotonine, l'insuline est plutôt aidante, c'est l'inverse, c'est l'après-midi. Sauf que si elle monte de trop après, elle va rediminuer. En fait, quand la glycémie monte très vite, elle redescend d'un coup. Donc, l'insuline va monter, mais elle va redescendre. Et le fait qu'elle redescende à un moment, ça ne sera pas propice. Donc, le sucre rapide n'est pas bon pour aucun neurotransmetteur.
Alors justement, éviter les effets du sucre sur son état général, c'est déjà pas si simple pour contrôler son poids, sa circulation, sa santé cardiovasculaire, etc. etc. Si en plus on doit tenir compte de tout ça pour gérer ses neurotransmetteurs, ça devient un petit peu complexe. Il faut lire 60 pages de votre livre pour essayer d'y voir un petit peu plus clair. Alors, en quelques mots, qu'est-ce qu'il faudrait faire et quels sont les menus que vous suggérez pour bien équilibrer, parce que c'est, d'après ce que j'ai compris, essentiellement une question d'équilibre, nos neurotransmetteurs. Tout à fait. Je précise juste, en tant que naturopathe, je ne donne pas de menu, c'est réservé aux diététiciens. Mais je vais quand même répondre à la question. Alors, selon les personnes qui nous écoutent, là où elles en sont aujourd'hui, si par exemple elles ont l'habitude de consommer beaucoup de sucre, je dirais qu'on va y aller à son rythme. L'idée, c'est pas de tout changer du jour au lendemain, parce que c'est particulièrement stressant et déprimant de changer son alimentation du jour au lendemain. Mais déjà... Et surtout, c'est pas simple de se tenir au régime qu'on a posé. En fait, moi, ce que j'aime bien dire, c'est que pour diminuer la consommation de sucre, on va, plutôt que de se focaliser son cerveau sur enlever quelque chose, on va plutôt ajouter des choses. Donc d'abord, dans un premier temps, ajoutons des protéines, ajoutons des fibres à travers non pas du pain blanc, mais du pain un peu plus complet ou au levain, avec des farines plus anciennes. Ajoutons aussi des légumes dans les différents repas. Donc on va ajouter des protéines, des bonnes graisses aussi, j'en parle dans le livre. Le gras n'est pas notre ennemi. Et c'est en ajoutant ça que petit à petit, on va diminuer le sucre, parce qu'on va être plus rassasié et notre cerveau va moins aller nous demander d'aller chercher le sucre en compensation. Et puis petit à petit, on va vraiment limiter tous les sucres, voire petit à petit les supprimer. Alors bien évidemment, une pâtisserie le dimanche, évidemment, on va s'en passer. Mais c'est au quotidien que c'est important de ne pas partir sur déjà du sucre dans les boissons, des boissons sucrées, des sodas, les desserts sucrés, les gâteaux, tout ça, petit à petit, vraiment, on va l'éviter en mangeant de façon plus j'essaye de répondre à la question rapidement, en mangeant de façon plus complexe, plus nutritionnelle. Et pour répondre à la question sur les menus, donc sans parler de menus, mais l'idée c'est de prendre un petit déjeuner protéiné non sucré, un petit peu comme il y a dans les autres pays, avec par exemple soit des œufs brouillés, soit un bon jambon sans nitrite avec du beurre et un pain plutôt au levain, pourquoi pas un fruit mais pas trop sucré, ou même comme dans certains pays, des tomates, des olives, du concombre le matin. Il y en a plein qui le font et ça passe très bien. Il y en a même qui mangent du poisson cru le matin. Enfin voilà, on peut aller très loin, mais on peut commencer déjà par des protéines et manger des protéines à chaque repas, des légumes aussi. Et au goûter, on a le droit de manger des sucres, mais il ne faut pas partir sur les sucres trop rapides. J'espère avoir répondu à la question. Et à vous écouter, vous confirmez que ce qui se passe dans notre système digestif est en lien direct avec ce qui se passe dans notre cerveau ? C'est pas moi qui l'ai inventé. C'est-à-dire que le microbiote intestinal, c'est-à-dire l'ensemble des bactéries qui nous habitent, communiquent avec le cerveau et toutes les fonctions dans le corps. Alors l'autre clé que vous présentez comme solution pour équilibrer ces fameux neurotransmetteurs, on en arrive là à la page 167 de votre livre, c'est la respiration. Alors vous dites que c'est une technique gratuite et efficace. Très concrètement, là aussi, comment ça marche et quels sont, entre guillemets, les exercices auxquels il faut se livrer pour que tout ça réponde aux besoins de nos neurotransmetteurs pour être équilibrés. Merci pour cette belle question. J'adore parler de ça. En fait, la respiration, elle va aussi aider à rééquilibrer notre système nerveux. Inconsciemment, de façon totalement inconsciente, si on est stressé, on va être un peu en apnée. On va respirer de façon un peu rapide, et on va augmenter l'inspiration sans le savoir, c'est totalement inconscient. On va être un peu haletant comme un petit chien. Ça, c'est quand on est stressé. Et ça, qu'est-ce que ça fait ? Ça augmente les neurotransmetteurs excitateurs et le système nerveux excitateur pour nous aider à faire face à la situation stressante. Et à l'inverse, quand on se détend, d'ailleurs, les expressions populaires, c'est « allez, respire ». Voilà, c'est « calme-toi, souffle ». Voilà, c'est plutôt ça, souffle. Quand on va se calmer, on va plutôt axer sur l'expiration qui va activer le système nerveux qui est relaxant et les neurotransmetteurs relaxants. Donc quand on comprend ça, on comprend qu'on peut faire de sa respiration un outil, soit pour aller plutôt se dynamiser quand on a besoin, si on est trop mou, mais la plupart des gens aujourd'hui sont plutôt trop stressés, donc on va plutôt augmenter l'expiration pour redescendre dans un état plus calme. Et ça marche vraiment. Et de toute façon, c'est la respiration en cohérence cardiaque que le docteur
docteur David Servan-Schreiber avait popularisé ici et qui est quand même aujourd'hui bien reconnu, hein, même chez les médecins. Après, vous le disiez vous-même, c'est quand même quelque chose qu'on a du mal à contrôler consciemment. Hein, on a du mal à s'obliger à respirer de telle ou telle manière. Donc, est-ce qu'il y a, et peut-être qu'on en arrive au chapitre suivant, qui sont cette fois sur le rôle de l'activité physique, est-ce qu'il y a des moyens justement d'avoir une respiration là aussi bien contrôlée, bien équilibrée, pour faciliter la vie de ces fameux neurotransmetteurs qui nous pilotent? Vraiment, oui. Pareil, donc l'activité physique plutôt dynamisante va plutôt augmenter les neurotransmetteurs dynamisants, dopamine, noradrénaline. Et les c'est quoi ça? C'est la course, c'est l'exercice physique? Alors, la musculation, le cardio, quand on vraiment on fait un effort où on va monter en cardio, la course, bon, après, ça dépend. Il y a des gens, on les voit courir, on a l'impression qu'ils reculent tellement ils vont doucement. Donc, il faut aussi y aller un petit peu. Donc, c'est tout ce qui est dynamisant où on fait quand même un effort sur soi. On est dans le cardio, quoi. Les gens synthétisent souvent ça sous ce mot-là. Et puis des activités plus relaxantes. Alors, on peut marcher, faire de la natation douce ou faire du yoga, du pilates. C'est souvent des activités physiques où déjà, on ne va pas être trop dans le dynamisme. Et en plus, on va pouvoir utiliser la respiration qui est souvent inclus dans ces techniques-là. Le yoga, par exemple, le pilates, inclut la respiration pour... ça calme, en fait, le système nerveux. Et au-delà donc de ces techniques qui sont liées soit à la nutrition, soit à la respiration, soit à l'activité physique, en lien évidemment avec la respiration, vous évoquez aussi l'impact de comportement. Il faut être positif. Parfois même, vous le dites, multipliez les câlins, faites l'amour et vos neurotransmetteurs vous diront merci. L'acte sexuel, de toute façon, je pense que c'est un mécanisme de la survie de l'espèce, puisque l'acte sexuel qui est fait pour la procréation nous donne du bonheur. Je pense que c'est comme manger, hein, ça nous donne du bonheur pour la survie de l'espèce. Donc l'acte sexuel, oui, ça augmente non seulement les neurotransmetteurs, mais également certaines molécules comme l'ocytocine, dont je parle aussi, je touche un mot là-dessus. Les endorphines, le fait de rire, ça augmente les endorphines. L'ocytocine, qui est une hormone qui nous rend vraiment bien, on se sent bien. Le fait, même si c'est pas faire l'amour, mais avec un ami, faire un câlin, ça augmente l'ocytocine. Et après, dans les choses qu'on peut faire, par exemple, si on manque de dopamine, on va pouvoir remettre en place dans sa vie quelques projets qui nous font pétiller les yeux. Vous voyez, qu'est-ce qui me donne vraiment envie de faire? Tiens, je vais me lancer dans un nouveau projet. Ça, il faut savoir que c'est propice à la dopamine. Mais justement, être positif, faire des projets, voir la vie en rose, si on peut dire comme ça, ça dépend aussi de l'état de nos neurotransmetteurs et de leur équilibre. Alors, où est la poule et où est l'œuf? C'est toujours comme ça que ça fonctionne, donc on peut faire des petits pas. Après, c'est un cercle vertueux, on peut faire des petits pas. C'est sûr que, de toute façon, je donne aussi des solutions plus rapides si on manque vraiment de neurotransmetteurs. Comme, voilà. Alors, je dis bien sûr, si la personne est déprimée, qu'elle aille voir son médecin. Évidemment, selon un certain stade, voilà. On y reviendra, j'ai une question là. Donc, déjà, si vraiment l'état de base est très anxieux ou très déprimé, la personne va voir son médecin. Après, si c'est un niveau plus correct, elle a quand même des solutions plus rapides à l'aide de plantes, par exemple, pour aller augmenter ses neurotransmetteurs de façon plus rapide que tout ce qu'on met en place progressivement. Et puis après, on prend les techniques au fur et à mesure. Voilà, par exemple, quelqu'un qui est trop dans l'excitation, dans le livre, je propose de trouver plus de moments pour soi dans la journée où on relâche. C'est petit à petit que ça va se faire. Alors, vous disiez tout à l'heure, vous n'êtes pas médecin, hein, on est bien d'accord, donc vous ne proposez pas des solutions médicales, mais des solutions personnelles pour essayer de gérer ça au mieux. Pour autant, ces fameux transmetteurs, ils sont aussi la cible de certains médicaments, pour le coup prescrits par des médecins, notamment la sérotonine, qui est la cible d'un certain nombre d'antidépresseurs. À partir de quel moment ce que l'on peut faire soi-même, finalement, n'est pas à la hauteur du malaise ou du mal-être? C'est une très bonne question sur laquelle il sera difficile de vraiment donner... Je vais vous donner mon avis. Alors, déjà, si les personnes ne connaissent absolument pas les neurotransmetteurs, souvent, il y a des personnes qui vont consulter un médecin dès qu'elles vont pas bien, d'autres qui attendent vraiment d'aller très très mal pour aller consulter un médecin. Donc déjà, le gap dépend de chacun. Une fois qu'elles ont pris connaissance qu'il existe des moyens déjà d'améliorer son bien-être
psycho-émotionnelles, comme on dit, de façon naturelle, peut-être qu'elles auront envie de le faire. Et si ça ne va pas, elles iront quand même voir leur médecin. Donc c'est une question de degré. Puis il y a des personnes qui n'ont pas envie de mettre en place des changements alimentaires ni rien. Donc c'est plus facile d'avoir un médicament. Il y en a qui ne veulent vraiment pas du médicament, mais là ça peut être dangereux aussi. On leur dit attention. Moi, si quelqu'un vient me consulter et que je vois comment ça ne va pas du tout, je préfère vraiment lui dire attention, allez voir votre médecin. C'est normal, c'est à un moment donné. On ne peut pas tout solutionner. Il y a des dérèglements qui sont très importants, qui sont parfois génétiques aussi. Alors justement, dans ce rapport parfois délicat à gérer entre ce que l'on peut faire soi-même et ce que peut faire la médecine avec tous les outils de la médecine, est-ce que vous n'avez pas la crainte que votre livre soit parfois considéré comme quelque chose qui ne permette pas d'aller vers un véritable traitement d'un mal plus profond que simplement les petits dysfonctionnements quotidiens ? J'espère que non, déjà. Et ensuite, j'ose espérer que les personnes prendront ça comme de l'information pour voir comment elles peuvent améliorer déjà leur hygiène de vie, parce qu'en fait, tout ce que je conseille dans ce livre va plus loin que les neurotransmetteurs. Ça permet déjà d'améliorer toute sa nutrition, tout son équilibre nerveux, etc. Et il me semble que si vraiment ça va pas, on le dit, je le dis, hein, ça a été fait, on a vraiment avec Albin Michel fait attention à ça, que ça ne remplace pas une consultation et que de toute façon, si ça va pas, le médecin reste vraiment le référent. Et alors, on va arriver dans les dernières questions. Sur un plan très pratique, tous les conseils que vous donnez sur la nutrition, sur l'alimentation, sur la respiration, sur l'exercice physique, est-ce que tout ça doit être quelque chose de permanent ou bien est-ce qu'il y a des moments, quand ça ne va pas trop bien, sur lesquels on doit particulièrement insister ? Encore une fois, une très bonne question, puisque alors moi, je suis tellement convaincue qu'on a intérêt à prendre soin de son corps, de son esprit, de son âme. Donc pour moi, tout doit être fait de façon au mieux, de façon permanente, tout en gardant un équilibre entre pas trop de contrôle non plus, un certain lâcher-prise aussi sur le plaisir de la vie. Mais pour moi, on a intérêt à prendre soin de soi avec une bonne alimentation, avec le respect de notre biorhythme, ce que j'explique, de l'activité physique. Maintenant, effectivement, dans la vraie vie de tous les jours, je vois bien que même des gens qui sont convaincus vont avoir des périodes où ils vont se relâcher un peu, puis après, quand ça va pas, ils vont recommencer. Mais ça, c'est la nature humaine, c'est normal. Écoutez, Florence Pignero-Ortalan, merci beaucoup. On va arriver au terme de cette émission pour la précision de vos réponses. Je rappelle donc que votre livre, non seulement apprend un peu comment tout ça fonctionne, mais donne aussi un certain nombre de propositions de solutions qui sont à suivre et dont les résultats sont à analyser et à regarder avec précision. Donc je rappelle le titre de votre livre, hein, c'est « Agissez sur vos neurotransmetteurs ». Alors le mot neurotransmetteur, c'est pas très très sympa, mais vous ajoutez en surtitre que ça permet de lutter contre l'anxiété, la fatigue, les douleurs. Donc ça parle davantage. Voilà, ce livre est publié aux éditions Albin Michel. Donc merci pour cet entretien et pour les informations que vous nous avez précisées. Je vous remercie aussi, vous, internautes de Pourquoi Docteur, qui êtes fidèles à cette émission. Et je vous dis à bientôt pour un prochain échange dans Des mots, un livre, sur un ouvrage concernant la santé, votre santé.